je suis une inconditionnelle de la réhabilitation. J'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et depuis toujours, en fait, je suis fascinée par les pierres. J'aime beaucoup, dès que je vois une maison en pierre, je me dis tiens, un tas de pierres, voilà, ça me donne toujours envie de faire plein de choses. Voilà, donc lorsque nous avons eu la maison des consuls grâce à MAPA, lorsqu'on nous a confié cette maison, nous étions vraiment très très contents de pouvoir la réaliser. Je dois dire que je travaille donc avec mon époux qui s'occupe principalement du chantier et qui m'assiste. Le chantier, on le fait à deux, il s'occupe de choses beaucoup plus techniques et moi plutôt de correspondance entre ce qu'on a dessiné et ce qui se fait réellement. Voilà. Donc, la Maison des Consuls, c'est un musée qui est dans un petit village qu'on appelle les Matelles, donc qui est au nord de Montpellier. C'est un village qui a su conserver un centre-ville il est vraiment très bien conservé, c'est vraiment très pittoresque et vraiment c'est un très bel endroit. Alors la Maison des Consuls, c'est un musée, mais lorsque je suis allée me promener, en fait, on a du mal à distinguer, c'était vraiment une difficulté, là. On a du mal à distinguer les bâtisses les unes des autres. La Maison des Consuls, donc c'est le bâtiment que vous voyez qui est au pied du beffroi, voilà. Donc c'est vraiment très très enchevêtré, c'est vraiment un tissu urbain médiéval, vous voyez des petites rues et tout est en pierre. Ça c'est les existants, c'était avant qu'on intervienne. Là, une autre façade, pour vous dire, je crois qu'elle a 5 façades, cette maison, 5 façades. Ce qui est vraiment très étonnant. Et on rentre par le musée, là aussi, c'est une façade, juste à côté, donc vraiment, elle est très très bien située dans le village, puisque c'est quand même la Maison des Consuls, un certain aura, passé médiéval assez riche, donc du XIIIe, qu'on lui doit lorsque les Matelles étaient capitale de la République de Montferrand. Surtout cette petite rue, vous voyez, donc ça, on voit bien l'entrée du musée, l'ancienne entrée du musée, puisque c'était jusqu'en 1900, à partir de 1951, c'était un musée. Et donc on nous a confié ce projet en nous demandant de le rénover. Voilà, donc on n'avait pas un programme très particulier, si ce n'est que il fallait un rez-de-chaussée s'organiser pour que ça puisse être accessible. Et c'était pas gagné, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc en rez-de-chaussée, il fallait pouvoir mettre les collections permanentes. Les collections permanentes, c'est principalement des objets préhistoriques qui ont été inventoriés. Et à l'étage, donc en R+1, il fallait pouvoir faire des expositions plus contemporaines et plus temporaires. Voilà. Alors, il y a 2 ou 3 choses qui sont importantes à dire. C'est qu'en fait, ce musée, il fallait vraiment lui donner une dimension muséale. C'est-à-dire que lorsqu'on se promène quand même dans les Matelles, il fallait que l'on puisse reconnaître le musée par quelque chose. Alors là, vous voyez, tout est en pierre et c'est impossible, c'est une continuité. Donc on avait commencé déjà à travailler donc, sur la peau. Est-ce qu'on conserve les pierres ou pas? Les réflexions commençaient déjà sur est-ce que l'on va rompre la matière, enfin rompre un peu cette continuité, ou au contraire est-ce qu'on va se positionner comme quelque chose de voyant. Bon, moi je souhaitais être plutôt... je suis partie en fait de l'intérieur, je travaille plutôt de l'intérieur, c'est souvent d'ailleurs le cas. Et je me suis dit, bon quand même, ce musée, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit ouvert. Donc il faudrait trouver des ouvertures. Il faut à tout prix ouvrir ce musée vers les habitants. Et donner en fait une relation visuelle entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que vraiment, il y a des petites fenêtres partout. Il fallait qu'on donne une vitrine en fait à ce musée. Je crois que ça s'est posé un petit peu comme ça. Donc une notion d'ouverture, une notion aussi de lisibilité. Et puis après, évidemment, des problèmes d'accessibilité. Bon, ça, c'était vraiment les trois points sur lesquels on a travaillé. Alors je vais commencer par le rez-de-chaussée, puisque c'est l'endroit quand même qui a demandé beaucoup de travaux.
et on a utilisé des méthodes de carrier, en fait. Donc voilà voilà le rez-de-chaussée. Une hauteur pas suffisante et surtout un dénivelé avec la rue des Consuls beaucoup trop importante pour permettre aux gens d'y accéder. C'est un sous-œuvre qui a commencé, donc tout a été, bon, évidemment tous les niveaux ont été bien répertoriés, le jeune géomètre, parce que vraiment on ne pouvait pas voir ce qui se passait de l'autre côté. Parce qu'en fait là, c'est plein derrière. Voilà, donc il fallait faire un escalier, donc créer un escalier qui pouvait relier le rez-de-chaussée avec l'étage. Et c'était pas évident parce qu'en fait, c'était plein, donc on est dans de la matière. Et pour y arriver, en fait, il a fallu excaver la matière. Donc, on a fait un sous-œuvre d'une seule face, donc sur la première partie. Et au fur et à mesure, vous allez voir les travaux. Donc là, on le voit bien. Dans un deuxième temps, en fait, avec des grandes roues, des disqueuses, en fait, qui sont rentrées. Donc on a fait un sous-œuvre impressionnant qui est là dans la façade. Je demande à la BF, on a bien discuté avant de se lancer dans ça. Parce que sinon les travaux n'étaient pas possibles, il nous fallait vraiment un broyeur, c'est-à-dire quelque chose qui rentre, un broc qui casse les cailloux pour qu'on puisse les enlever quand même d'une manière mécanique et non pas à la main, sinon on y était encore, sinon ça coûtait d'ailleurs beaucoup trop cher. Donc voilà, donc on a utilisé les méthodes de carrier. Alors au début on a utilisé des méthodes, on a envoyé alors on ne le voit pas bien, mais il y a en fait un carottage qui a été fait tout le long de la salle voûtée. Une fois que la carotte a été mise en place, on a fait passer un fil de diamant et on avait une turbine qui tournait pour pouvoir découper la pierre. Simplement, il s'est trouvé que la matière n'était pas aussi homogène que ce qu'on aurait aimé. Et donc à chaque fois que le câble de diamant arrivait dans une matière beaucoup plus souple, comme lorsqu'on avait des poches d'argile, en fait, paf, ça cassait, parce qu'elle se mettait d'un seul coup en tension. Enfin, selon les résistances de matière, en fait, à chaque fois, on en a cassé, je ne sais pas combien. Bon. L'entreprise a dit, bon, c'est pas grave, on va se lancer donc, dans des roues. Et donc, on a scié avec des rails, et il y avait des grosses roues qui ont découpé d'abord une tranchée. La tranchée fait exactement 1,50 m, de manière à ce que évidemment, une personne handicapée puisse se tourner et ne se trouve pas coincée en plein milieu de la scénographie, enfin en plein milieu des deux salles. On avait juste la place. Et de part et d'autre, donc, se situent les tables. Là, on voit bien, voilà. Donc là, c'était le sous-œuvre que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous dis, on a fait une première partie du sous-œuvre. Après, on a attaqué à la scie. Et après, avec une machine qui croque, on a dû enlever toute la matière qui était de l'autre côté, qui était pleine, évidemment, entre la roche et les amas. Voilà, ça a été quelque chose, c'était spectaculaire. Voilà à peu près ce que ça donnait. Donc, après, on a fallu redécouper. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de cailloux qui ont été enlevés pour permettre de réaliser donc une salle accessible au public en rez-de-chaussée de ce musée. Et là, de l'autre côté, en fait, vous êtes là de l'autre côté du sous-œuvre que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a fallu enlever là tout ça, ça a été décaissé et enlevé. Bon là, c'était une mauvaise surprise parce que vous voyez là, la matière c'était plus du tout de la roche. C'était plus du tout solide, donc il a fallu quand même faire des murs de soutènement et on s'y attendait pas parce qu'on pensait vraiment que c'était un rocher, le rocher des Mattel, donc quelque chose de très costaud sur lequel la maison était construite. Voilà. Donc là encore une dernière photo où on voit enfin la lumière qui sort de l'autre côté, et donc enfin on a fait une issue, voilà, c'était... l'escalier pouvait se placer. Voilà, donc ça c'est pour la partie rez-de-chaussée qui était assez spectaculaire. Donc après évidemment on a refermé le sous-œuvre, ça s'y voit plus maintenant, mais c'était vraiment nécessaire pour pouvoir travailler avec des engins, sans que ça coûte vraiment, que ce soit trop onéreux ou trop long, parce que quand même on avait un timing qu'il fallait respecter. Et puis après, donc, ce qui était l'endroit où on a beaucoup travaillé, c'est le hall d'accueil, enfin, ce qui a été transformé en hall d'accueil.
Donc là, vous voyez, c'était l'endroit, en fait, pour moi, le plus... qui a été le plus remanié, qui a perdu le sens, parce que c'est vrai qu'autant la maison des Consuls est une maison quand même qui a été bien conservée. On y lit très bien la manière dont les gens ont pu s'installer pendant des années. Là, c'est quand même une bâtisse d'ici, languedocienne, typiquement d'ailleurs, j'allais dire presque protestante. Hein, tout est vraiment très... comment dire, des murs en pierre, il n'y avait pas de floriture, tout était vraiment très épuré. Déjà, de par nature, elle était épurée. Voilà. Mais cet endroit-là, voilà, je pense que ça a été beaucoup remanié, des choses qui ne valaient pas la peine d'être conservées. Et donc, à cet endroit, voilà, moi j'ai pensé qu'il fallait vraiment tout raser. C'était c'était l'endroit justement où on se dit, ben, là, on va pouvoir faire quelque chose de très contemporain. Pour marquer le lieu et dire que voilà, le musée, donner une dimension muséale, ne peut se faire qu'à partir d'un endroit qui quand même soit lisible et qu'on puisse de suite, lorsqu'on passe devant, se dire tiens, il se passe quelque chose là, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc voilà l'ouverture, donc vous la connaissez. À cet endroit-là, en fait, on avait un mur, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, voilà. C'était un mur de pierre et j'ai décidé de le remplacer par une grande ouverture avec un travail donc sur la charpente. Alors j'aime beaucoup cette correspondance qu'il y a en fait entre cette grande horloge qui au départ était plutôt religieuse, hein, puisque il y a derrière une église. Après c'est devenu laïque et on a maintenant des cloches. Mais il y a un petit clin d'œil que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde le tissu médiéval, bien souvent, comme c'est très très rapproché, on n'a pas de perspective. C'est pas des endroits où lorsqu'on s'y promène, on a des grandes vues sur le lointain et on peut s'imaginer, on peut se projeter. Non, là on est vraiment dans la pierre, c'est du nez à nez avec la matière. Ça c'est vraiment l'époque médiévale, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est assez tactile, presque sensible, sensoriel. Et donc, ils imaginaient en fait des verticales, justement pour qu'on puisse lever les yeux au ciel et qu'on puisse avoir une ouverture. Cette ouverture, au lieu de la voir vraiment au niveau des yeux, ben, on l'avait vers le ciel. Et je trouvais que c'était très intéressant. Enfin, je ne sais pas si, lorsque ça a été dessiné, ça a été pensé, parce que bien souvent, bon, on trouve des solutions qui règlent plein d'autres problèmes, et bon, ces solutions sont intuitives. Voilà. Mais en tous les cas, ce petit clin d'œil, je l'ai trouvé très bienvenu, puisque bon, lorsqu'on est dans le musée, finalement, quand bien même il y a cette grande ouverture, vous voyez, le mur se réfléchit, donc on tombe directement sur le mur d'à côté, ce qui est intéressant, bon, évidemment, sur les gens qui passent, mais on n'a pas de perspective, on n'a toujours pas cette vision qui nous projette beaucoup plus loin. Donc du coup, on a une projection verticale qui, par contre, se relie tout à fait donc, les fondations de la maison au ciel qui est au-dessus. Alors un petit clin d'œil justement sur la dimension de la maison, qu'est-ce que c'est qu'une maison. Et je crois que ce musée a vraiment conservé, a voulu travailler justement avec cette notion de la maison, habiter la terre, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en fait. Et ces fondations et ce lien entre la roche, la terre sur laquelle on est enraciné et à ces yeux que l'on peut lever vers le ciel, c'était quelque chose qui me paraissait vraiment important, quoi, puisque quand même dans la préhistoire nous ramène bien évidemment à nos mémoires de notre humanité, hein, puisqu'il s'agit de vieux ossements, de vieilles pierres, de vieilles perles, enfin il y avait tout un inventaire, enfin plein de collections, vraiment mais très très vieilles. C'est surprenant parce que ils étaient pleins d'inventivité, pleins de finesse, enfin vraiment on est toujours surpris, on a toujours l'impression que c'était des gens peut-être... mais finalement il y a des pièces de toute beauté, il faut aller voir vraiment parce qu'ils ont fait un travail d'orfèvrerie sur des métaux, sur des os, enfin c'était super. Voilà, donc le petit clin d'œil donc avec je regarde le ciel
Et du coup, j'ai une perspective au-delà dans le ciel, quoi. Et les étoiles aussi, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est vraiment la dimension muséale, et petit rappel, quelque chose de très sympathique. Je ne sais pas si j'ai mis la photo, on voit les gens en fait, ils regardent, et puis alors évidemment les jeunes font plein de selfies, c'était assez rigolo, ça marche assez bien, tant mieux. Alors l'intérieur, donc du coup on voit l'intérieur, et donc cette charpente. Alors cette charpente, vraiment... Moi, je ne souhaitais pas quelque chose de technique, je voulais justement un geste beaucoup plus primaire, comme ces choses qu'on ramasse et que l'on essaie de faire on stabilise, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment une histoire d'équilibre, d'empilement. Il n'y a pas de tension. On continue, la matière est maçonnée, enfin, les pierres sont ourdies et on les monte comme ça, on fait des murs. On part des fondations, parce que là vous voyez tout de la maison, hein, le rocher qui a été taillé, sur lequel vous voyez les fondations, les murs qui s'élèvent, les voûtes du rez-de-chaussée, les planchers, et enfin on arrive là sur quelque chose qui continue dans la même vision, dans la même sensibilité. Voilà, quelque chose qui continue à s'amasser, et ça s'amasse jusqu'à le petit beffroi, qui est petit opulus qui est tout en haut, et qui m'a permis quand même de pouvoir avoir parce qu'après c'est technique, évidemment il y a 2 fenêtres qui s'ouvrent pour pouvoir ventiler cet espace, parce qu'au départ quand même le musée était ouvert à cet endroit-là, enfin une petite partie était ouverte, et donc c'était l'endroit où la maison prenait l'air frais. Toute la ventilation naturelle de la maison a été conservée, donc à cet endroit-là, évidemment l'air chaud allait monter, donc il fallait vraiment rafraîchir et rapidement cet endroit-là, et c'est pour cette raison donc, que vous avez deux volets que l'on ne voit pas, en fait ils sont là et de l'autre côté, ce sont 2 volets qui s'ouvrent avec des sondes de température ou manuellement, pour rafraîchir donc le musée et permettre donc la bonne ventilation des caves, du rez-de-chaussée. Et comme on a des objets préhistoriques qui sont exposés, donc il me fallait quand même maintenir un niveau d'hygrométrie qui soit le plus stable possible, et donc il me fallait ventiler pratiquement toutes les nuits, surtout en été. Voilà. Ça, c'est pour la partie un peu scénographie, puisque nous avons eu aussi en charge donc, la scénographie des collections permanentes. Je passe là à l'intérieur, donc juste pour un petit clin d'œil sur l'isolation thermique des vieux bâtiments. Voilà, c'est une projection en chambre, donc béton de chambre qui a été réalisé. Toujours dans cette idée de préserver les caractéristiques physico-chimiques de la pierre, pour pas qu'elle s'effrite en étant maintenue dans un endroit trop humide. C'est un problème que connaissent bien les architectes lorsqu'on réhabilite, lorsque l'on met des doublages un peu trop collés et que la pierre est mal ventilée, on a des mauvaises... en fait, on empêche les passages des passages d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça crée beaucoup de problèmes, parce que je crois que la matière se change quand l'humidité passe d'un endroit à un autre, elle peut modifier les structures de la pierre. Donc le béton de chambre est quelque chose qui est reconnu pour justement respecter, qui est de bonnes affinités avec, je crois que c'est une histoire d'affinité. La matière, il faut toujours être un petit peu sympa, enfin j'ai envie de dire, il faut la travailler avec gentillesse, quoi. Voilà, j'ai envie de dire toujours, il faut être en bonne disponibilité, parce qu'en fait, je trouve que l'architecture, c'est quand même habiter le monde, et si on peut l'habiter en paix, tant mieux. Et ça commence aussi par la matière, et je pense que la matière nous le rend bien, plus on la travaille avec... c'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de... C'est plus d'avoir... de la bienveillance. Voilà, je crois que c'est de la bienveillance avec les choses qui nous entourent. Et l'architecture, pour moi, c'est de la bienveillance. Parce que c'est un toit,
c'est merveilleux quand même. Attendez, s'il fallait dormir par ces temps-là, dehors, on le voit bien comme c'est difficile. Voilà, donc habiter le monde, c'est habiter avec bienveillance, pour éviter de faire la guerre. Quelque chose là que je voulais vous montrer, qui est, c'est évidemment pour monter les panneaux de verre, ça a été pas facile non plus. Là aussi, une grande grue. Vous avez les panneaux de verre, ils sont là. Pour pouvoir passer en fait au-dessus de toutes ces toitures, parce qu'il n'y avait rien qui passait dans ces petites ruelles. Et donc voilà, on les voit arriver, les volumes verriers, avec les entreprises qui sont en bas, pour essayer de les monter. Voilà. Bon, ça c'est l'entrée du musée qui a été réhabilité, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais voilà, alors, cette transparence, qu'est-ce qui se passe dans ce musée, on la voit vraiment là. Dans la rue des Consuls, là c'est la face, là on rentre par dessous, c'est magique, on rentre par en dessous. Voilà l'entrée, donc avec une porte, une très grande, j'ai une entreprise vraiment très bien, la porte est superbe, donc elle est sur pivot, bravo. Donc on monte l'escalier et l'on voit voilà, cette transparence, on voit le village, on met le village en scène en fait, le village rentré dans le musée. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Voilà ce petit. Et là, on rentre dans la partie scéno, donc les travaux sont terminés. Et on avait très peu de temps, en fait, 3 mois pour monter, je ne sais plus combien de vitrines. J'ai eu une entreprise hors pair. J'ai travaillé avec de très bonnes entreprises, je dois dire vraiment. Vraiment, c'était. Il y a des choses, il a fallu recommencer, mais. Tout le monde avait envie qu'il y avait une espèce de synergie, c'était vraiment très bien né là. Et c'est une entreprise là, italienne qui a été choisie, et vraiment bravo, parce qu'avec plan exé et tout a été. On modifiait les plans exé en temps réel. J'ai travaillé à Milan, c'est génial. Voilà, donc je repars donc sur les fondations de la maison. Donc là on voit que le travail est terminé. Voilà, donc on voit les reprises. Alors j'ai beaucoup insisté donc, sur le travail des reprises, parce qu'il y avait des poches d'argile, comme je le disais, donc il a fallu quand même un peu consolider. Donc on avait fait un repérage de tous les endroits et on a fait un travail avec du béton blanc, élayé, frotté, enfin bon, pour que ça ait un bel aspect. Voilà, là aussi. C'est vraiment l'endroit que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà le niveau du sol. Hein, c'est celui-ci, vous le voyez, il est en pente. Il a été conservé, il est visible. Et là, vous avez les traits vraiment de coupe de la scie, hein, ce qui a permis d'installer après des vitrines pour pouvoir exposer les collections. Voilà. Donc là, l'escalier, le fameux escalier. Je vous ai montré tout à l'heure. Terminé. Cette relation un petit peu entre voilà, les fondations et puis cette ouverture dans le ciel. Une exposition là, de Dominique Fajot, puisque la Maison des Consuls a été inaugurée pour le week-end du patrimoine. Et on a eu l'honneur, donc, en première exposition, d'exposer Dominique Fajot qui travaille sur les sphères. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce choix-là, hein, qui est celui du directeur culturel de la communauté de communes, Monsieur Fournial, donc, de choisir cet artiste qui a mené des sphères, qui a mené, en fait, de la rondeur, voilà, de la rondeur dans ce musée, parce qu'il n'y a pas de courbe. Il n'y a pas de courbe. On est dans un endroit très orthonormé. Et là, toutes ces sphères qui volaient, j'ai trouvé que c'était vraiment très, 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 très beau et à propos. Et avec de l'acier, donc une matière un peu différente. Voilà. Pour la partie scéno, bon, c'est vrai qu'on a dû... Là, vous voyez, il y a des suspensions qui ont été prévues donc, à l'avance, hein, puisqu'elles sont fixées directement sur la charpente, pour pouvoir suspendre dans toutes sortes d'œuvres. Très très lourdes d'ailleurs, je ne me souviens plus les charges sur lesquelles on a travaillé, mais bon, c'était vraiment
Voilà, quelques images de plus et puis de petits clins d'œil. Donc, les gens s'arrêtent. Voilà, ça interpelle. Voilà, je crois que c'était vraiment qu'est-ce qui se passe là. On se promène, voilà, on voit. Là, c'est la petite. La partie qui est totalement en réhabilité. Voilà. Et je voulais vous montrer donc une photo que j'aime beaucoup, puisque là on voit les petites choses, les perles. Il y a 3 salles. C'est dans la plus petite, qui est d'ailleurs, elle est toute plâtrée, parce que j'ai tenu à ce qu'elle soit. Voilà, on a essayé d'apporter de la douceur. Et vraiment, elle est toute plâtrée. Alors, elle est très crieuse. Alors, ce qui est très joli, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que cette maison, elle a une ventilation naturelle entre le rez-de-chaussée et la cour. Et on a maintenu donc cette petite ouverture qui est très travaillée. C'était surprenant avec les doubles cours, enfin quelque chose de très très beau. Je ne l'ai pas là malheureusement. Et du coup, je me suis dit, bon, dans ce petit endroit un peu minutieux comme ça, on va pouvoir mettre les perles. Et donc c'est une vitrine qui est à l'angle et sur lequel donc, des petits tapis très légers blancs sur lesquels sont disposés des milliers de perles. Bravo aux socleurs, ils étaient, je ne sais plus combien, à mettre des petites perles toutes petites sur ces petites vagues suspendues. Voilà. Donc c'était vraiment aussi un petit clin d'œil de dire voilà, on a mis les objets qui ont été trouvés dans des fouilles, donc dans la terre, dans des endroits où il faut aller les chercher. C'est vrai, bien préservés. Et du coup, ils sont mis là. Vraiment là, proche de là où on les a trouvés en fait, proche de la matière, donc de ce rocher qui est brut. Et c'est une, je pensais que c'était une corrélation, en fait, une correspondance, on va dire, ça sera mieux, une correspondance vraiment entre justement quelque chose que l'on remontre, quelque chose qui a été fait il y a des milliers d'années. C'est terrible quand même de le dire. Voilà, on le met dans la maison et on le met dans quelque chose, dans le rez-de-chaussée qui est voûté et qui a une signification vraiment peut-être un peu de la grotte, voilà, de la grotte primaire dans laquelle sûrement nos ancêtres ont vécu avant de construire et donc d'habiter le monde, puisque c'est quand même un acte très humain que de construire des maisons. Voilà. Voilà, je pense que le projet qui justifie ma présence ce soir part dans une autre direction que celui que nous venons de voir, puisqu'il est entièrement neuf. Il ne s'appuie sur aucun bâtiment existant. Et pourtant, il traite en effet de la relation entre modernité et mémoire dans la composition architecturale. Alors je vous propose de vous dire ce que j'ai appris, au fond, grâce à ce projet, dans ce domaine de la relation modernité et mémoire, en essayant de dégager quelques idées qui peuvent vous être utiles. Voilà. Je le ferai en pointant 3 traits de composition architecturale que j'ai mieux compris grâce à ce projet. Premier trait de composition architecturale. Tout d'abord, j'ai trouvé que ce qui pouvait aider la mise en relation entre modernité et mémoire dans un bâtiment neuf pouvait être l'usage de certaines formes ou dispositions bâties très simples, claires, sur le plan géométrique, logiques sur le plan constructif, qui sont en quelque sorte sans âge, mais qui ont une capacité de transformation ou de cheminement interne parce qu'elles ont une direction, ou parce qu'elles ont une incomplétude, ou parce qu'elles ont une sorte de drame interne. Alors dans ma trajectoire professionnelle, j'ai pu travailler sur un certain nombre de ces formes, de ces dispositifs. Vous voyez tout d'abord celui d'un bâtiment rectangulaire long,
tout simple, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et puis un bâtiment en équerre, simplement une équerre. Un bâtiment conçu avec une opposition très forte entre la nuit, un lieu obscur et un lieu lumineux. C'est une expérience que j'ai faite avec la reprise du théâtre de la Gerbe à Montpellier, où on a des salles absolument noires et à côté un espace extrêmement lumineux. Ce rapport-là est très fort pour faire jouer l'histoire. Et puis le bâtiment qui consiste à avoir un volume dans un autre volume. Alors, on peut dans chaque cas apporter des variations. En ce moment, je travaille beaucoup sur celle du bas. Des variations par déformation, par dédoublement. On peut aller jusqu'à même triplement. C'est ce qui se passe là. C'est un temple protestant que je réhabilite à Djibouti en ce moment. Alors, si on utilise ces formes ou ces dispositifs, on est automatiquement mis en relation à la fois avec la modernité et avec l'histoire de l'architecture. Le mot que j'utiliserai volontiers, je l'emprunte à l'anglais, ce sont des vessels of time. Ce sont des formes, donc des vaisseaux du temps, je dirais. Ce sont des formes à la fois trop simples pour être déterminées. Elles flottent dans l'histoire, elles appartiennent à plusieurs périodes comme ça. Elles peuvent correspondre à n'importe quelle de ces périodes, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle civilisation. Et à la fois, elles sont capables, comme un vaisseau, de contenir les richesses du temps, de donner un cadre à un travail de composition sur le temps. Alors pour le projet qui nous occupe, je me suis particulièrement intéressé à celle-ci, une équerre, simplement. Alors vous la voyez dans ce plan d'ensemble. Il s'agit donc d'un nouveau bureau pour la maison d'édition Fata Morgana, qui crée donc des livres de poésie en associant souvent un poète ancien ou contemporain et un artiste contemporain. Le nouveau bâtiment qui abrite donc ce nouveau bureau est situé sur le domaine d'une maison de maître que vous devinez, là à gauche, qui a été construite au XIXe siècle. Et le nouveau bâtiment est conçu comme une nouvelle dépendance en lisière du parc. Il abrite le lieu de travail de l'éditeur dans une aile, c'est celle qui est horizontale en haut, et dans l'autre aile, celle qui est verticale, dans le dessin, il s'agit d'un logement atelier pour les artistes et écrivains de passage qui, pour certains, y séjournent. C'est un lieu de travail et c'est un lieu d'inspiration. Alors ici, nous sommes à l'étage. L'équerre est clairement posée. Les deux ailes sont traitées de la même manière. Le travail singulier du projet sur cette forme en équerre tient à ceci, que l'épaisseur des ailes est très fine. L'espace intérieur ne fait que 5 mètres de large. Les espaces intérieurs, par ailleurs, sont continus. Vous avez très peu de cloisonnement. Et puis le nombre d'ouvertures est extrêmement réduit. Et ces caractéristiques viennent en fait du fait que c'est un lieu pour les livres. Les livres n'aiment pas la lumière et d'autre part, on a besoin de murs pleins pour les rayonnages. Donc ces caractéristiques de l'équerre viennent du fait que ce lieu est consacré aux livres. Voilà le rez-de-chaussée. La disposition en équerre, comme vous le voyez, crée une cour méditerranéenne en surplomb sur le parc. Voici cette cour. Vous voyez que les murs sont égaux, la toiture règne, la forme en équerre est très tenue. Elle crée du coup l'espace de la cour, mais vous sentez qu'elle est habitée, du coup, cette cour, par des références historiques qui font que ce bâtiment est à la fois moderne et ancien, sans pour autant être un pastiche. Voici l'entrée, c'est la seule ouverture dans le côté le plus long. Nous allons entrer et visiter. Là, nous sommes à l'intérieur de l'équerre. Nous allons faire une petite visite dans l'ensemble de ce bâtiment. Vous avez donc une première pièce très longue, comme ça, qui reprend un peu des bâtiments de bibliothèque du XVIIIe siècle
de l'histoire, avec donc une vue sur une charpente qui n'est pas empilement. Une mezzanine, vous voyez donc, c'est un bâtiment qui a été construit il y a 10 ans, donc il est maintenant bien occupé. On peut circuler donc sur ce premier étage et entrer dans l'autre aile en passant à travers cette bibliothèque ici. La charpente, elle, file au-dessus de la bibliothèque. Là, on se trouve au premier étage de l'appartement. Et sur la gauche, on a tout de suite un escalier qui descend et qui vient rejoindre le rez-de-chaussée de l'appartement, qui est suffisamment ample pour être à la fois un lieu de travail, non seulement pour un écrivain, mais aussi pour un peintre éventuellement. Voilà, nous atterrissons avec l'escalier à mi-niveau. Et on trouve, pour revenir dans la grande salle, cette porte qui a été installée, qui vient de l'Inde. Et là, on se retrouve donc dans la grande salle et dans ce lieu de l'édition. Donc vous sentez à travers ce parcours que la forme est close, mais en même temps on ne se sent jamais enfermé. Les salles sont définies, mais jamais on est dans un cul-de-sac, on est toujours sur une sorte de promenade avec un ailleurs possible. Et même si l'espace est étroit, on respire partout. Alors cela, c'est l'effet de la combinaison d'une composition qui puise à la fois dans les ressources du répertoire classique, qui est fait de salles et de composition par symétrie, et d'un répertoire, des ressources du répertoire moderne, donc, qui lui joue davantage sur l'espace filant, la promenade architecturale. Les deux sont combinés dans ce projet. Et cette combinaison est faite et médiatisée par cette forme en éclair qui s'associe à l'une ou à l'autre de ces compositions symétriques, classiques, aérienne de composition architecturale spatiale avec espace filant, qui vient de l'époque moderne. Soit que l'on prenne l'équerre en valorisant ces plans, soit on prend ces angles et on ouvre les passages. Voilà donc un premier enseignement que j'ai tiré de ce projet, l'utilité de certaines formes ou de certaines dispositions médiatrices extrêmement simples, denses, qui permettent de composer ensemble des choses qui viennent du passé, des choses qui viennent du présent, de tisser des liens entre le passé et le présent en garantissant l'unité du bâtiment. Je vais aborder maintenant un deuxième trait de composition qui associe mémoire et modernité et que j'ai retenu de ce projet. Il s'agit de l'usage généreux du mur plein, épais et fiable. Il n'y a malheureusement pas en français de mot pour désigner la présence paisible d'un mur. Et c'est fait de beaucoup de paramètres. Un mur de maçonnerie de 45 cm par exemple, et un mur de mousse de 45 cm n'ont pas la même présence paisible devant nous. C'est pas seulement une question d'épaisseur, c'est pas non plus seulement une question de plénitude, c'est aussi une question de matière. La façon avec laquelle la matière se rend présente devant nous. Mais nous n'avons pas de mot en français pour désigner ça, ce qui est un petit peu dommage. Ce type de mur, dont vous voyez en dessous, je décris un peu les caractéristiques, apporte, je crois, à l'architecture quelque chose de comparable à ce que les Anglais appellent le still life, ce que nous utilisons dans le mot nature morte. Mais ça veut dire vie paisible, vie tranquille. C'est l'impression de paix vivante dans les choses immobiles. Les natures mortes, les still life en anglais donc, en peinture ont pour sujet justement le temps. De même, ce type de mur révèle, je crois, le temps. Et cela peut se travailler dans la composition de diverses manières. Je vais en exposer une que j'ai découverte dans ce projet. Si je prends un mur plein de ce type et que je le perfore ponctuellement,
je peux, à chaque perforation ou à chaque accentuation, faire intervenir un vocabulaire architectural différent. Un vocabulaire à chaque fois référencé, par exemple, à des époques ou des lieux différents. Le mur, ce mur dont je vous parle, va les intégrer et leur donner une ampleur locale, va les mettre en valeur localement. Le mur va vivre avec chacun de ces éléments de vocabulaire et curieusement va faire un ensemble continu et poétique de toutes ces accentuations, de tous ces points. Alors par exemple ici, l'ouverture peut faire penser à la Villa Malaparte à Capri, avec sa mise en scène propre, et ce qui peut se passer comme événement de la vie dans ce cadre. Il y a presque un côté un peu cinématographique. Ici, il s'agit d'un fragment d'architecture indienne, un moucharabier protégeant son secret. Et vous voyez sur la photo de droite que la coexistence de ces différents vocabulaires ne fait pas patchwork, mais elle fait une unité poétique. Et cela vient de l'ampleur et de la plénitude du mur. Troisième élément que j'ai essayé, par exemple, ici, c'est de mettre en scène un détail qui vient de la maison de maître. Donc, un détail puisé dans le patrimoine local. Alors, ce vocabulaire architectural qui intervient de façon ponctuelle sollicite l'imagination, suggère des lieux et des espaces. Et l'indétermination des longues surfaces murales, nues à l'extérieur, couvertes de livres à l'intérieur, donne de l'ampleur à ces interventions ponctuelles qui peuvent ainsi entraîner dans leur suggestion toute une partie de l'édifice, comme une touche de couleur peut teinter toute une surface. On est ainsi certainement en Méditerranée, mais aussi un peu en Inde. À d'autres moments, on peut glisser plutôt dans une bibliothèque de monastère, un peu dans une villa au Japon, tout en étant dans un bâtiment contemporain. Je dis un peu, car rien de tout cela n'est envahissant. Ce sont des touches de temporalité déterminées dans une paroi paisible, vivante et indéterminée. Voilà donc ce deuxième trait de composition que j'ai mieux compris avec ce projet. Enfin, et c'est aussi une façon de saluer le projet qui m'a précédé, que j'ai beaucoup aimé, avec son escalier qui taillait dans le sol et sa charpente paisible en relation avec le ciel et en dialogue avec ce clocher qu'elle rend présent de façon indirecte. Le troisième donc trait de composition, c'est ceci. Trait de composition donc qui convoque tout ensemble la modernité et la mémoire. Il s'agit de cette expérience toujours essentielle, finalement, de se tenir sur un sol pacifié qui nous porte, et sous une toiture ou un plafond qui nous donne l'espace pour respirer en soulevant un poids, qu'il soit léger ou qu'il soit lourd. Cette expérience essentielle traverse les âges. Renouer avec elle nous met naturellement en rapport avec l'histoire, non seulement de l'architecture. Après tout, un certain professeur que certains connaissent ici disait que l'architecture commence avec le fait de soulever une horizontale, n'est-ce pas Laurent ? Mais c'est aussi notre construction mentale qui est en jeu dans cette mise en scène. J'ai exploré dans plusieurs projets ce dispositif qui peut avoir de multiples variantes. C'est en fait quelque chose d'inépuisable. Variantes par perturbation, comme là-haut, ça c'est une chapelle que j'ai réalisée dans la faculté protestante de théologie à Montpellier, ou en bas par donc redoublement, voire triplement de la toiture ici. L'émotion n'est jamais loin quand on utilise ce rapport-là. Ici, ce dispositif fonctionne avec le travail de la charpente lamellée-collée en bois, à la fois pour la mezzanine et pour la toiture, avec deux intentions différentes. Renouer, pour ce qui est de la partie la plus haute, avec les salles de lecture, souvent voûtées, des bibliothèques historiques, et en bas,
libérer le sol de tout point porteur, tout en ouvrant le volume, grâce aux capacités de franchissement dans le vide sur de longues distances que cette technologie du lamellé collé, technologie contemporaine, nous permet de faire. Et vous voyez que cette façon de travailler, le plan et la couverture, peut ici, par exemple, renouer ponctuellement par le travail du vocabulaire architectural aussi, avec certains aspects de charpente japonaise traditionnelle. Voilà donc 3 points de composition architecturale qui m'ont permis de mettre en rapport modernité et mémoire. Et cette recherche était cohérente avec l'édition de livres de poésie, avec l'invitation au voyage que représente chaque poème, chaque livre sur les rayonnages, et toutes ces œuvres d'art, ces fragments d'architecture que vous avez vus au passage. Le regard de l'éditeur sur les textes et sur les œuvres de différents lieux et de différentes époques dans l'histoire est le même. Chaque œuvre, chaque texte peut nous parler aujourd'hui, et sa valeur vient de ce qu'il peut nous dire, nous raconter, de ce qui va se dire pour nous à travers eux. Voilà, je vais en terminer ici. Merci. Donc nous on a travaillé sur le CAUE. Alors en fait ce bâtiment là dans lequel on est, il s'avère que il y a 25 ans, moi j'ai travaillé pendant 2 ans au CAUE et tous les jours on passait devant et tous les jours on se disait, j'entendais des voix venues d'en haut là, du bureau de Brigitte disant toujours là là qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, et qui faisait rêver en fait nous, qui nous faisait rêver. Et donc il y a en 2013, quand le CAUE a lancé cette candidature pour refaire cet espace-là en bibliothèque et salle de conférence et d'exposition, évidemment nous on a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour répondre à ça, on est allé chercher une équipe, alors qui n'est pas là ce soir parce qui s'est séparée du projet au milieu du chantier. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est simple. Qui est l'agence SIGU, qui est une agence parisienne qui travaille énormément sur des aménagements intérieurs de magasins. Et ils ont cette particularité, et c'est pourquoi on a travaillé avec eux et qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont une agence qui fait atelier et agence, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, ils ont un atelier de menuiserie, et tout ce qu'ils dessinent, ils le fabriquent dans leur atelier en bas. Alors jusqu'à il y a 3-4 ans, ils fabriquaient quasiment tout dans leur atelier et ils mettaient tout en œuvre dans les projets qu'ils faisaient. Et depuis quelques années, comme ils ont beaucoup grossi et qu'ils ont été victimes un peu de leur succès, beaucoup de choses sont fabriquées à l'extérieur, donc ils fabriquent leurs prototypes maintenant dans leur atelier. Et on aimait beaucoup cette démarche-là de travail par rapport à la fabrication. Donc on s'est associé avec SIGU pour proposer notre candidature au CAUE. Et on a eu la chance d'être retenu, on était super contents que le CAUE nous ait fait confiance. On a été d'autant plus contents que donc le CAUE a vraiment joué le jeu de... en fait, sur une candidature comme ça, quand on fait, alors je ne sais plus les noms, les MAPA, je sais que c'est un truc comme ça, on présente une méthodologie de travail, on ne présente pas un projet. Et comme on le sait tous, dans 95% des cas, les architectes présentent des projets. Et nous, on est arrivés au CAUE en disant, nous, on n'a pas de projet, mais on a une méthode, enfin une proposition à vous faire de manière de travailler. Et donc ils nous ont fait confiance là-dessus. Et ce qui nous a un peu réjouis, parce que sur un projet comme celui-là, je reste un peu, parce que cette photo, ce bâtiment-là, ce qui nous avait vraiment marqué, c'est qu'il a un côté très homogène, et en même temps il est très très différent. Vous avez 3 niveaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et cette différence-là, cette manière de faire, parce qu'en fait c'était une ancienne clinique vétérinaire d'analyse pharmaceutique vétérinaire,
d'animaux. Donc en bas c'était plutôt les écuries, en haut c'était le premier étage, c'était le labo. C'était une toiture terrasse au départ, qu'ils ont rehaussé après dans les années 70 pour mettre des archives. Donc c'est trois manières de faire, et puis c'est pas l'architecte qui a fait le bâtiment, c'est le propriétaire qui a dessiné le bâtiment. Et donc le bâtiment, il l'a dessiné comme il en avait besoin, mais c'est vraiment des besoins, c'est-à-dire les tailles des ouvertures sont liées aux besoins. Quand il fallait rentrer 2 chevaux, vous avez une taille pour rentrer 2 chevaux. Quand il fallait rentrer qu'un, on mettait qu'une porte dans laquelle il fallait rentrer un cheval. Pour les labos, c'était pareil, c'est-à-dire que les fenêtres correspondaient à la hauteur des plans de travail, les portes au niveau des bureaux, au niveau des entrées des labos. Donc il avait un côté très très fonctionnel. Et c'est cet esprit-là qu'on aimait bien et qui nous paraissait important, nous, de conserver. Donc la méthode qu'on a proposée au CAUE, c'était d'abord de faire un inventaire de tout ce qu'on allait trouver sur le bâtiment. Un inventaire un peu le plus exhaustif qu'on pouvait. Et à partir de cet inventaire, de proposer des scénarios. Donc là, l'image d'en bas, là, c'est un meuble de Sigu, qui un peu illustrait assez bien l'idée de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire récupérer un peu de tout pour en faire un projet. Voilà, donc ça c'était l'idée de notre méthode de travail. Donc on a fait cet inventaire dès qu'on a commencé à travailler dessus. On n'a pas du tout fait de projet, c'est-à-dire que vraiment on s'était bloqué, on disait non, on ne réfléchit pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. On a gardé tout le temps cette idée que tant qu'on ne connaît pas le bâtiment, on n'imagine pas de projet. Et donc on l'a décortiqué à travers des fiches comme ça, où on a, à travers plusieurs recherches, c'est-à-dire autant structurelles que d'éléments architecturaux particuliers ou que de mobilier. Donc là, par exemple, on a découvert après que la toiture terrasse était composée d'une manière assez spéciale, qui était donc après j'ai rencontré le propriétaire, qui était la première chose qu'il m'a dite quand je lui ai dit qu'on allait travailler sur le bâtiment. Il m'a dit: est-ce que vous avez vu la toiture terrasse? C'est moi qui ai eu l'idée de la toiture terrasse. Il était hyper fier. Et donc ce sont des poutres en béton tous les 70 cm, et sur ces poutres en béton il y a une feuille de zinc qui fait l'étanchéité, et sur ces feuilles de zinc on a des dalles en béton. Et l'eau passe à travers les dalles en béton, coule le long des feuilles de zinc et est récupérée sur la petite casquette à l'extérieur qui est ramenée sur les côtés. Donc c'était assez particulier, voilà, on s'est dit tiens c'est étonnant. Donc après la manière dont était composée la casquette, voilà, des essais dans les dallages, c'est fait la manière dont était fait le garde-corps qui nous intéressait bien aussi, l'escalier en colimaçon, ça au fur et à mesure on voyait des éléments qui apparaissaient, on disait ça c'est des chouettes éléments, quoi. Ça on aime bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, les menuiseries, la manière dont elles s'ouvrent, les radiateurs en fonte, ça c'est des éléments qui servaient à tenir les tuyaux, les portes des frigos, des vieux frigos en bois, l'armoire, les mangeoires, comme ça un certain nombre d'éléments. Deuxième méthode, alors c'est pas très bien, là c'est un thermomètre qui était sur le... Deuxième manière de travailler, pour nous, ça a été de travailler avec... alors Sigu, ils sont 6 associés, nous on était 3 associés, donc on travaillait à 9. Vous voyez, imaginez faire un projet à 9, ce que ça peut donner déjà, entre 2 architectes c'est compliqué, à 9 architectes c'est... Donc on avait mis en place, grâce à... Alors je ne sais pas s'il est là Thomas, mais il y avait Thomas Duter qui est un artiste qu'on aime bien, avec qui on travaillait là-dessus, sur la méthode du scribing, je crois que ça se dit comme ça, où en fait, en même temps qu'on parle, il y a une personne sur un tableau qui écrit, et qui marque tout ce qu'on raconte. Et après on essaye de faire la synthèse à travers tout ce qui a été dit sur ces tableaux. Donc ça donnait des tableaux comme ça, des séances de travail comme ça. Thomas dessine beaucoup parce que donc du coup il nous faisait plein de dessins comme ça et qui nous ont permis en fait de commencer à synthétiser toutes les idées et toutes les propositions qu'on avait pu émettre les uns et les autres par rapport au projet. La réussite, je ne sais pas si la réussite, mais en tout cas d'arriver à s'entendre sur un projet comme ça oblige en tout cas à mettre un peu son orgueil de côté, c'est-à-dire à savoir écouter les autres architectes avec qui on travaille. Et surtout à se focaliser sur on fait ça pour le projet. Pas pour nous, mais pour le projet. En permanence, on disait, et toutes les idées qui étaient amenées, c'était pour porter le projet et pour essayer de l'amener encore plus loin que là où on voulait aller. Tout ce travail-là
est sorti une première esquisse assez simple d'organisation, qui était de dire on ouvre tout le rez-de-chaussée des bureaux là actuellement où sont les CAUE, où sont l'entrée. On ouvre la façade ici et on fait venir tout le bâtiment là dans la cour et dans ce rez-de-chaussée là pour faire communiquer les deux bâtiments. Et on utilise l'étage pour faire la bibliothèque. Et la bibliothèque, en fait, la découverte de ces poutres en béton, qui est un élément structurel au projet, c'est-à-dire qui tient le projet, il tient les murs, devait utiliser ces éléments-là pour aussi tenir la bibliothèque et faire traverser la bibliothèque à travers ces poutres. Et l'utiliser aussi sur un dernier niveau, encore au-dessus de la bibliothèque, qui était des coursives en métal sur lesquelles étaient des archives. Donc ça, c'était le premier projet, ce qui donnait, tout en conservant ici l'idée première de ce bâtiment, qui était de conserver les ouvertures telles qu'elles étaient, en travaillant avec des menuiseries en métal. Voilà. Ce qui pouvait donner ça, enfin, on avait fait des petits dessins en noir et blanc, comme ça, et quelques images de référence de bibliothèques comme nous, on pouvait, d'univers dans lesquels on était. Oui, il y avait un espèce d'accident fécond dans notre réflexion à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a ces espèces de grands débords en brise-soleil qui fait qu'on aimait beaucoup ce bâtiment. Ils étaient là, il fallait absolument... C'était pour nous la nature du bâtiment. Et quand on a commencé à travailler sur la bibliothèque, sur les 2 niveaux supérieurs, que vous irez voir après, hein, je pense qu'on ne vous montrera pas de photos du résultat. Quand on allait chercher dans le vide, on pensait se débarrasser, bien sûr, on démontait un plancher et se débarrasser de cette poutraison. Ouais. Et notre ingénieur structure, bien sûr, s'est arraché les cheveux en disant mais si vous faites ça, les casquettes vont tomber, etc. Donc il a fallu garder ces poutres et faire le projet avec, introduire cette dimension de traversée. Et voilà, l'idée de garder la matière. La matière, ce qui n'est pas évident parce qu'on n'y est pas arrivé au final. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça avance. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas arrivé et c'est comme ça que c'était intéressant aussi d'avancer. Et en fait, je pense que c'était aussi intéressant, toujours pareil, on a eu la chance de travailler avec le CAUE comme ça. Alors je dis pas ça parce qu'ils sont là, hein, parce que ça fait un peu faillot, mais je pense que c'est la réalité, c'est qu'ils nous ont donné le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on devait faire chantier en 6 mois, il a duré 18 mois. On devait faire les études en 4 mois, puis on les a faites en 7 mois. Et tout ça a pris beaucoup plus de temps. Heureusement, ils avaient un peu plus de temps, mais vraiment, ça nous a permis, nous, de travailler dans le bon sens. Et avec eux aussi, je pense. Donc du coup, en travaillant avec, donc toujours avec alors, au niveau de la relation avec le CAUE, en fait, on travaillait essentiellement avec Patrick Buffard qui est là, avec Laurent Granger, et qui s'occupe plus de la partie écolo, on va dire, et puis Brigitte, qui était la directrice, qui est la directrice du CAUE. Au niveau de l'APS, ou de l'APD, je ne sais plus quelle phase, il y a pas mal de choses qui ont changé, et notamment cette idée de traverser la cour s'est arrêtée. Parce que trop compliqué, ça perturbait trop le fonctionnement du CAUE dans le premier bâtiment. Donc du coup, est restée l'idée qu'on gardait la cour, parce que depuis le début on aime cette cour, et vraiment on voulait la garder comme elle était, quoi, parce qu'elle avait ce caractère, ces dalles en béton, cette fraîcheur. Et voilà, et puis le reste est resté, enfin la bibliothèque a été très peu modifiée, puis on a continué dans ce sens-là. Là on voit, en fait, je m'arrête juste un peu 2 secondes là-dessus parce qu'on ne l'a pas fait finalement, et je vais vous expliquer pourquoi. Au premier étage, donc c'est une bibliothèque qui monte, et au 2e étage, on voit un personnage là sur une coursive, et c'est cette coursive-là où étaient les archives. Voilà. Et après, donc, a commencé le chantier. Donc le chantier, nous, on l'a commencé par un travail sur la démolition, en expliquant un peu aux entreprises, voici peut-être juste sur l'appel d'offres, parce que c'est des moments, je pense que, enfin voilà, notre métier c'est un peu de partir d'une esquisse, d'une idée et de la réaliser, et pour la réaliser, on travaille avec des entreprises, Irène en a bien parlé tout à l'heure, et là, en fait, on était confronté à un projet un peu, quand on a fait l'appel d'offres, on a reçu des offres de différentes entreprises, et des entreprises
assez importantes, dont on était assez sûr de leur capacité à faire un projet comme celui-là, et très cher. Et puis on a fait chiffrer aussi les petites entreprises avec qui on fait des petits traîneaux, avec qui on fait des maisons, et eux sont arrivés avec des prix beaucoup plus intéressants. Et donc du coup, c'est posé la question, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on va avec eux? Et de toute façon, financièrement, on n'avait pas trop le choix. Et donc on a travaillé avec eux, et notamment un maçon. Ici, ils étaient 2, et ils ont fait tout à 2. Notamment poser ces poutres qui font 600 kg chacune à 2. Chose assez improbable. Et c'est une personne avec qui on travaille depuis longtemps, et qui nous ont permis en fait de faire ce projet-là, dans le budget donné. Et donc on a commencé à travailler avec lui sur la démolition et sur qu'est-ce qu'on allait garder. On ne savait pas trop encore. Ça aussi, le CAUE, en fait, on a fait partie du projet, mais par exemple, le Porsche, on ne savait pas ce qu'on allait faire encore dedans. Alors on avait prévu un budget dedans, ce qui ne se fait jamais. Hein. Dans un bâtiment public, si vous faites ça, vous vous faites étrangler, quoi. Mais là, avec le CAUE, ils nous ont permis ça, quoi. Ça, c'était quand même un luxe. C'est-à-dire qu'on avait une enveloppe pour le Porsche, mais on ne savait pas encore ce qu'on allait faire dedans. Et on s'est dit, ça viendra plus tard, quoi. La bibliothèque, on avait commencé à la dessiner, mais on ne savait pas très bien exactement comment elle allait être. Et c'est arrivé plus tard. Et tous ces éléments-là, on ne savait pas trop encore, mais on savait qu'on allait en utiliser. Mais on s'est dit quand même, on va les mettre de côté. Ce qui nous a permis, par exemple, de récupérer les radiateurs en fonte qui sont là, et un certain nombre d'autres éléments. Voilà, et on a attaqué la démolition. Donc démolition, récupération du matériel, démolition de la toiture, voilà, nettoyage du chantier. Là au fond, le petit escalier en colimaçon qui lui, on s'est dit celui-là on le garde, il va nous servir pour monter aux archives. Il est super beau, il est très bien fait, très bien dessiné, il est hyper simple. Et on s'est dit vraiment il va nous servir celui-là. Sachant qu'il était, le bureau de contrôle, il s'arrachait les cheveux, hein, parce qu'il n'y avait rien aux normes, quoi. Les garde-corps n'étaient pas aux normes, cet escalier, donc il est hors code du travail. Mais bon, voilà, le CAUE joue le jeu un peu, en disant c'est pas grave, on va continuer, on va essayer d'avancer, trouver des solutions. Et en fait, les solutions arrivaient au fur et à mesure, on les trouve. Par exemple, le garde-corps qui est sur la coursive, il n'est pas aux normes. Il n'est pas aux normes parce qu'il ne respecte pas la règle des 45 cm, etc. Et donc du coup, à force de réfléchir, à force d'en discuter, on s'est dit, en fait, on va faire de cet endroit une galerie technique, c'est-à-dire que personne n'y a droit d'y aller, donc on a fait 2 portillons, l'accès est condamné, on ne peut pas y aller, le CAUE l'utilise tout le temps, il va dessus, tout le monde l'a toujours utilisé, c'est pas pour ça qu'il va s'écrouler, parce que aussi, oui, le bureau de contrôle nous demandait de mettre des poteaux dessous, parce qu'il pensait que ça allait s'écrouler sinon. Bon voilà, donc c'est des petites astuces comme ça qu'on avait trouvées pour pouvoir garder ce genre d'éléments. Voilà, ça c'est M. Idrissi, le maçon, qui nous a bien sauvés. Et donc voilà, et donc apparaît pendant le chantier quelques éléments assez beaux, donc toutes ces poutres. Là, quand la toiture y est plus, ça fait une lumière assez étonnante. Et puis notre petit escalier qu'on était bien content de garder. Et à ce moment-là, en refaisant le relevé, on se rend compte que l'acrotère n'était pas à la hauteur donnée. Donc c'est plus bon. Donc ça marche plus du tout. Donc on passe plus, c'est-à-dire qu'on peut même plus monter, quoi. C'est-à-dire que là on se retrouvait avec 1m60 à l'arrivée de l'escalier, ça ne le faisait pas du tout. Donc changement de programme, qu'est-ce qu'on fait? Donc on modifie le projet, on modifie la bibliothèque, et on décide d'enlever l'escalier, et qu'en fait les archives seront des archives mortes, qui serviront peu, et qui seront accessibles via une échelle depuis le bas, où on retrouve, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières images d'origine là, de ces bibliothèques avec les échelles qui permettent de monter et d'accéder aux livres au-dessus. Donc cet escalier, c'était quand même dommage de le jeter, et il a trouvé emplacement, alors dommage, on ne voit pas trop la photo, mais voilà, en fait c'est des copains qui ont récupéré l'escalier, qui ont permis au CAUE de ne pas payer l'évacuation de l'escalier, et qui sert aujourd'hui tous les jours. Et qui n'est pas loin d'ici, et qui a été utilisé, alors c'est des copains archi qui a fait cet appartement et qui avait besoin d'un escalier, et voilà, il est là-bas. Donc c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Donc voilà, puis après le projet continue, on a fait la toiture, on a dessiné les détails avec François, le charpentier, sur la poutre, et puis après on l'a dessiné, en tout petit là-bas, on le dessine à la main après, et puis après on fait le détail, et puis après on le réalise, on voit le détail du chenot,
avec la toiture ventilée, avec François qui est sur le toit, là, le charpentier, le zingueur. Après, donc juste à côté, on voit on a posé les fenêtres. Après, bon, c'est le second œuvre, hein, c'est assez traditionnel. Après, il n'y a rien de particulier. Voilà, avec le soufflage de la boîte de cellulose, avec Laurent qui filme ça, Laurent Granger, hein, du CAUE, qui a suivi toute cette partie-là, isolation, ventilation, un peu technique, un peu du projet. Et puis on en est arrivé à voilà, cette phase-là où on en était au second œuvre à l'intérieur, et à l'extérieur, on allait commencer les aménagements à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, il fallait dessiner la bibliothèque. Parce que la bibliothèque n'était toujours pas dessinée. Donc on s'est mis à dessiner la bibliothèque. Donc, parce que, en fait, je pense que souvent, nous, on a besoin de voir un peu les lieux. Et donc c'est le fait de retarder au maximum. Ça nous a permis de prendre plus de temps de réflexion pour savoir comment on allait s'y prendre pour faire cette bibliothèque. Et donc on a travaillé avec du tube métal 2 par 2. Comme une espèce de grande ossature d'échelle, de grandes échelles, avec juste des plateaux en bois, de manière assez simple pour alléger au maximum la structure des étagères, et qui, de manière assez... en fait, qui sont suspendus au mur, qui ne touchent pas les sols, parce que le bureau de contrôle nous a dit, je ne sais pas du tout comment est fait cette dalle là, je ne suis pas sûr du tout qu'elle puisse supporter vos étagères, donc on avait mis ces grosses poutres là, ces grosses poutres en noir là sont à l'aplomb des étagères qui sont dans ce sens-là, la perpendiculaire à la façade, et le long de la façade, voilà, comme on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la dalle au centimètre près, il nous a dit, moi je ne veux pas que les étagères posent sur la dalle. Donc on a inséré des éléments en métal dans le mur, et on a suspendu la bibliothèque au mur. Enfin ça, pareil, donc on l'a fait chiffrer au serrurier avec qui on travaillait, qui est une grosse entreprise de serrurerie, et puis au menuisier, là, M. Pistre, là, qui fait toutes les fenêtres, là, qui sont des entreprises assez costauds, et puis là on est arrivé à une bibliothèque à 150 000 €. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Monsieur Tampon. Monsieur Tampon, hop, il est où ? Il est là-bas, Monsieur Tampon. Donc c'est notre serrurier, là, avec qui on fait tout, des petits bricolages dans toutes les maisons. Et donc j'ai expliqué à Monsieur Tampon le projet, et Monsieur Tampon m'a dit, ok, je le fais, j'ai du temps en ce moment. Voilà, il nous a chiffré ça à 45 000 €, je crois. Et en me disant, ça sera fait dans un mois, et puis 2 mois après, il y était toujours, 2 mois et demi après, il y était toujours, et je crois qu'il ne s'est pas du tout rendu compte de l'ampleur de la tâche. Plus de 10 000 soudures. Il a passé beaucoup de temps à souder tous ces éléments carrés les uns aux autres, et à suspendre ça au mur. Voilà, en fait, on a les éléments horizontaux, là on a 3 barres horizontales qui sont fixées dans le mur, et les échelles sont accrochées à ces barres. Donc du coup, dessous, là, on avait 2 mm sous tous les tubes au niveau du sol. C'est ce que le bureau de contrôle m'avait demandé, qu'on puisse passer quelque chose dessous. Mais on l'avait fait tellement fin qu'on s'est dit quand même, si jamais ça s'appuie, voilà, c'est pas très grave. Et en même temps, le peintre se tirait les cheveux, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'état quand on soude sur... Voilà. Monsieur Tampon nous a sauvé la mise en faisant ces petites bibliothèques en métal. Là-bas, on voit, sur ces étagères, on a mis des plateaux en bois, en chêne. Donc pareil, on avait demandé à Monsieur Pistre de nous chiffrer les plateaux en chêne, et c'était hors de prix. Donc du coup, pareil, on a appelé Monsieur Berthézen, que connaît bien Hervé, c'est Hervé qui m'a fait rencontrer Monsieur Berthézen. Et Monsieur Berthézen, avec qui on travaille depuis 10-15 ans maintenant, a fait toutes les étagères en bois, et M. Berthézen, il a cette particularité qu'il se trompe toujours dans ses cotes. Hervé, t'es d'accord ? Et donc il est arrivé avec je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus combien 150 mètres linéaires d'étagères, plus que ça. 2 cm trop large. Donc là, le gars qui est là, il a passé 4 jours à délimiter toutes les étagères avec des petits tasseaux là. Donc j'ai pu récupérer tous les tasseaux, c'est pas mal, ça sert bien maintenant. En chaîne, c'est pas mal.
Donc voilà, toutes les lignes, toutes les étagères, toutes celles-là, elles faisaient toutes 2 cm de large en trop. Là, voilà, c'est la dernière phase du chantier où à gauche, la photo de gauche, où après, il suffit de voir commencer pour voilà, pas grand chose qui a changé de plus. Et puis l'autre photo, c'était juste pour vous montrer un peu l'ambiance un peu du chantier, c'est-à-dire qu'il y avait en blanc, là, c'est M. Souza qui s'est occupé de l'étanchéité des liquides de la coursive. À côté, il y avait Patrick qui est là, qui était très très pointilleux sur les finitions et voilà là-dessus. Après, on avait Laurent Granger qui voilà, techniquement était beaucoup derrière et c'est plutôt pas mal parce qu'on a fait des choses intéressantes, particulières. Et puis derrière, on a Brigitte qui se ronge les ongles. J'arriverai jamais. Et voilà. Et devant, Et alors juste cette dernière photo pour vous montrer, parce que le bâtiment, donc on pourra aller faire un tour, Patrick, si c'est possible. Ce à quoi on voulait arriver, et dans lequel on était hyper content d'y arriver, c'est que l'herbe a repoussé entre les joints des dalles en béton. Et que la cour qu'on espérait garder un peu dans cet univers-là, en plus du faux poivrier là, qui est magnifique, planté là, on retrouve cette ambiance qu'on aimait bien au départ dans l'univers de ce projet-là. Et ce qu'on a cherché aussi, c'est la transparence jusqu'au porche et tout ça. Bon, voilà. Voilà. C'est tout.